Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Schlemmer y les doy la bienvenida a Entendiendo la Educación, un espacio que promueve la reflexión crítica sobre el acontecer de la realidad social, política y económica y sus implicaciones con el sector educativo en el país, y con la participación de actores destacados en el ámbito académico, político, eclesiástico, cultural y social, tanto nacional como internacional. En esta ocasión está con nosotros Monsieur Philippe Richard, secretario general de la Oficina Internacional de Educación Católica. Hola, ¿qué tal, Philippe? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva edición de Entendamos la Educación, una iniciativa de la Confederación Nacional de las Escuelas Particulares para acercar a nuestras escuelas afiliadas y al público en general con el acontecer nacional e internacional. Y bueno, damos la bienvenida precisamente a Monsieur Philippe Richard, y él es, como les decía, presidente de la Oficina Internacional de Educación Católica, un organismo al cual la Confederación se encuentra afiliada. Y estamos con él para conocer a detalle algunos temas educativos desde la mirada global. Nuestra primera pregunta, Philippe, desde tu experiencia de encuentro y gestión de la educación a nivel internacional, ¿cuáles son las tendencias internacionales en la educación actualmente? Sí, l'éducation est une activité primordiale dans la vie des individus et pour la vie sociale. En effet, l'éducation conditionne l'avenir d'une société et en ce sens, elle produit l'intelligence collective nécessaire à son fonctionnement, ainsi que les codes qui permettent à des individus de vivre intelligemment au sein de cette société. Sans cette intelligence collective, mais aussi sans ces codes, la société ne progresse pas, voire régresse. Dans notre monde, et selon les chiffres de l'UNESCO, chaque année, plus de 60 millions de jeunes ne fréquentent aucune école et 280 millions l'ont quittée prématurément. C'est gravissime pour l'avenir des sociétés, mais aussi pour chaque enfant concerné, fille ou garçon, parce qu'il ne pourra quasiment jamais sortir de la pauvreté extrême dans laquelle il ou elle se trouve. Certes, grâce aux efforts des États, ces chiffres sont en légère diminution, mais la tendance persiste. D'autre part, et souvent en lien avec ce que je viens de dire, on observe sur le plan international un processus inquiétant de privatisation de l'éducation. Face aux difficultés de l'État à assurer quantitativement et qualitativement une éducation de qualité pour tous, de nombreux acteurs non étatiques proposent leurs services aux familles, moyennant des sommes particulièrement élevées et sans que personne ne puisse vraiment évaluer le bien fondé du service proposé. L'éducation pourrait devenir un marché souvent lucratif, alors qu'elle ne devrait jamais être autre chose qu'un service à la charge de l'État. La crise du Covid que nous traversons a encore montré de réelles disparités et des fractures grandissantes dans l'administration de l'éducation. Dans les pays à haut niveau de revenus, la perte qualitative a été en grande partie résorbée, au moins pour les populations les plus riches, par le recours à des techniques nouvelles de transmission de connaissances, notamment par l'enseignement à distance, par le biais de plateformes collaboratives. Les enseignants ont beaucoup investi dans cet enseignement à distance et ont ainsi permis à la recherche didactique et pédagogique de beaucoup avancer. Dans les pays les plus pauvres, plus précisément sur le continent africain, la crise du Covid a eu pour conséquence non seulement de ralentir la croissance du processus éducatif, mais de le faire régresser de quelques années. Nous sommes donc dans une situation qui reste très complexe et surtout inégalitaire. L'ONU a fait de l'éducation un objectif du développement durable, l'objectif du développement durable numéro 4, et l'UNESCO a bâti un plan d'action intitulé Éducation 2030. Ces programmes sont très importants pour l'avenir de l'humanité et nous devons les prendre très au sérieux. Voilà. Muchas gracias.
Nos gustaría saber, en su opinión, cómo vislumbra el futuro de la educación en el mundo. Eh bien, compte tenu de ce que nous venons de dire, il y a urgence à penser les futurs de l'éducation. L'éducation est en effet l'un des objectifs les plus importants et vitaux de l'agenda du développement durable, au même titre que la santé, l'accès à l'eau et la lutte contre les changements climatiques. Depuis bien longtemps, l'UNESCO travaille sur cette question. Nous nous souvenons par exemple du rapport Delors qui a livré une analyse et des recommandations plus humanistes et moins instrumentales et dépendantes du marché que d'autres études de l'époque, c'était à la fin des années 90, sur la réforme de l'éducation qui reposait essentiellement sur des critères de réussite économique. À la suite du rapport Delors, l'UNESCO a organisé un premier forum mondial sur l'éducation qui a eu lieu en 2000 à Dakar, au Sénégal, au cours duquel le programme Éducation pour tous a été lancé avec des objectifs très exigeants. Le second forum auquel nous avons participé a eu lieu en 2015 à Incheon, en Corée du Sud. À Incheon, on constate quelques progrès, mais encore insuffisants, et les États s'engagent, à travers la résolution d'Incheon, sur le programme Éducation 2030, un programme ambitieux relié notamment aux objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies. L'idée est de faire de l'éducation un bien commun international. Dans la mouvance de ce travail de l'UNESCO et des Nations Unies, le pape François a développé une proposition très ambitieuse et même prophétique pour l'éducation. Il a d'abord évoqué la maison commune dans l'encyclique Laudato Si, puis les hommes et les femmes qui l'habitent dans l'encyclique Fratelli Tutti. Il a ensuite lancé le fameux pacte global éducatif qui doit, selon lui, viser à changer complètement les paradigmes du processus éducatif pour le mettre au service de la création d'une civilisation de l'amour, en tout cas d'un humanisme fraternel. L'avenir de l'éducation doit donc être pensé à travers toutes ces propositions qui se rejoignent, ce qui fait leur force. L'UNESCO vient d'ailleurs de publier un rapport intitulé « Les futurs de l'éducation », auquel l'OIEC a modestement contribué, qui évoque ces nouvelles pistes pour penser l'éducation comme un bien commun au service de la maison commune. Mais attention, la mise en œuvre du pacte global est un engagement qui concerne tous les acteurs de l'éducation et pas seulement les États. Quand on dit acteurs de l'éducation, et le pape François nous le rappelle très souvent, on pense aux acteurs formels et informels, mais aussi à la famille. Et chaque école, grande ou petite, doit repositionner son projet éducatif en lien avec les exigences formulées par le pacte éducatif. Dans cette perspective, les grands réseaux éducatifs ont une responsabilité particulière. Je pense par exemple aux congrégations religieuses engagées dans le service éducatif, mais aussi toutes les organisations nationales, régionales et universelles qui, comme l'OIEC, représentent le plus grand réseau éducatif dans le monde. Donc, il appartient aussi, par exemple, à la CNEP de tout mettre en œuvre pour que dans son réseau, le pacte éducatif puisse se développer. Je crois que c'est d'ailleurs ce qu'elle fait. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente sabemos que hay una difícil situación por la que están pasando las escuelas católicas de Ucrania. ¿Cuáles han sido las principales afectaciones en materia educativa por este conflicto? Vous parlez de situation difficile, oui. Et comment? Depuis plus de 3 mois, la guerre sévit en Ukraine suite à une agression de la Fédération de Russie, une guerre terrible, notamment dans l'est du pays, avec de très nombreux morts, tant parmi les civils que parmi les militaires. Si l'on prend seulement la situation d'une ville comme Mariupol, qui a été complètement rayée de la carte, c'est plus de 20 000 civils qui sont morts autour de cette ville. Et quand on dit civils, on dit aussi des enfants, bien sûr. Quelques millions d'enfants et de femmes, on dit c'est à peu près 6 millions, ont quitté précipitamment l'Ukraine dès les premiers jours de la guerre. Les écoles ont été bombardées. Alors très rapidement, nous avons décidé d'aller en Ukraine pour comprendre ce qui se passait et surtout soutenir le secrétariat des écoles catholiques d'Ukraine
qui est un membre de l'OIEC. Lors de mon premier voyage en Ukraine, j'ai visité des écoles catholiques transformées en centres d'accueil pour les réfugiés. Je dois dire que j'ai été très impressionné par le travail accompli bénévolement par les équipes éducatives dans l'urgence et sans moyens pour accueillir ces centaines et ces centaines de réfugiés dans les écoles, dans les salles de classe, etc. Et nous avons appelé à la solidarité des autres membres de l'OIEC. Quelques-uns ont déjà répondu à l'appel. Lors d'un second voyage, il y a quelques jours, nous avons organisé un webinaire avec des acteurs des écoles catholiques afin de comprendre comment les écoles catholiques vivent dans le drame de la guerre en Ukraine. Et nous avons bien compris qu'après presque 2 ans de Covid, c'est la guerre qui maintenant éloigne les enfants des écoles qui sont fermées, bien sûr. Et ça fait déjà quasiment 3 ans sans école pour certains enfants. Les professeurs essayent de tout mettre en œuvre pour garder le contact avec leurs élèves et ils le font avec beaucoup de courage et de compétences. Avec l'OIEC, en fait, nous restons très mobilisés en faveur de l'Ukraine. Mais malheureusement, la situation ukrainienne n'est pas la seule du genre dans le monde. Nous connaissons tellement de lieux et de pays qui connaissent la même réalité. Je ne peux tous les citer ici, mais avant l'Ukraine, nous avons connu la guerre en Irak, nous avons des écoles catholiques, en Syrie, en Libye, des guerres très destructives et des guerres inhumaines, sans parler d'autres situations qui sont complètement oubliées en Afrique ou ailleurs dans le monde. Je pense par exemple à des conflits qui se sont produits en Amérique latine, Colombie ou dans d'autres pays. Face à ces drames, nous devons donc renforcer nos liens et mieux éduquer à la solidarité, à la paix, à la justice. Et surtout, je crois que c'est peut-être la conclusion, ne jamais oublier que l'éducation est un droit, mieux un droit de l'homme, c'est l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui doit être constamment défendu par les membres de notre réseau. C'est la raison pour laquelle notre réseau est si important. Voilà. Pues extendemos este llamado para que todas las escuelas continuemos haciendo un fuerte esfuerzo por educar en la solidaridad, en la paz, en la justicia y pues de alguna manera mantenernos en vinculación y apoyo con todas las escuelas hermanas que se encuentran en alguna situación de conflicto, como lo que acabamos de escuchar. Y pues agradecemos mucho a Monsieur Philippe Bruchard, presidente de la Oficina Internacional de Educación Católica, este tiempo que ha compartido con nosotros aquí en Entendamos la Educación. Muchísimas gracias, Philippe. Muchas gracias a todos los amigos mexicanos. Gracias. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias, Gabriela. Gracias, Abraham. Gracias. Gracias a usted.